la situation évolue comme vous dites. Donc, je suis très heureux de me retrouver ce soir, encore une fois en compagnie d'Alphonse et puis de Guy Benoît, pour qu'on essaie de regarder les conséquences de cet acte. Vous avez dit location des terres. Aujourd'hui, on ne peut pas dire si on a loué des terres, si on a vendu, si on a... Il n'y a aucun élément qui peut nous rendre sur ça. Donc, je me réserve d'utiliser. Merci. L'évolution de cette actualité nous a permis encore de se retrouver ce soir sur Tcheleka. Guy Benoît de Victor, vous étiez là encore, puis comme dit le docteur Blanc Constant Ibarapéa, pour parler au début de cette affaire qui était presque un tabou dans la République. Mais on constate que depuis quelque temps, ça ne décolère pas. En réalité, il y a des populations à gauche et à droite sur les réseaux sociaux qui comprennent et qui ne comprennent pas, on ne sait pas réellement, mais qui quand même donnent le temps sur cette situation. Alors, merci d'être ce soir sur ce plateau. Merci beaucoup, Fortuna Ngolali. Je crois que le débat a évolué, c'est vrai. La sémantique a évolué, la sémantique a changé. De la session d'hier, aujourd'hui, on est à la location. On comprend bien. Bon, mais on se demande, malgré tout cela, malgré ces changements, on n'a pas des actes administratifs qui lient le Rwanda et le Congo, puisque c'est une nébuleuse. Nous n'avons pas sous nos yeux. Et c'est resté tabou, c'est resté occulte. Bon, on espère que tout au long de cette émission, on va essayer de comprendre et de faire comprendre aux uns et aux autres les contours et le pourtour de ces accords-là, ainsi que leurs incidences pour la République du Congo. Voilà. Journaliste d'investigation, il va souvent au fond des dossiers, il va très loin. Alphonse Ndongo ne peut publier une information sans avoir eu la confirmation, surtout l'équilibre de cette information. Alphonse Ndongo, merci d'être sur ce plateau. Nous allons encore ce soir aborder cette thématique, sinon parler de cette affaire, mais l'actualité a évolué. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Merci bien, Fortuna. C'est une question très importante et je pense que s'il faut mettre des pieds dans le plat, à un moment donné, lorsque cette affaire a été bruitée, et d'ailleurs, ça fait l'objet d'une émission avec le docteur Constant Ibarapéa, qui aime toujours le rouge, hein, il est en rouge ce soir, le gouvernement parlait d'une cession, d'un acte de cession, finalement, c'est-à-dire un bail amphithéotique ou amphithéose, compris entre 20 et 25 ans. En disant, normalement, c'est 99 ans, voire 999 ans, pour certains cas. Mais que bon, pour des raisons de coopération sud-sud, on avait donc cédé au Rwanda ces terres sous forme de bail amphithéotique. Je pense qu'à un moment donné, le message est passé, nous avons compris cela, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le dossier soit encore plus chaud qu'il ne l'était hier via les réseaux sociaux? Tout simplement parce qu'il y a eu des hommes d'affaires et des femmes d'affaires rwandais qui se sont rendus chez nous ici. Vous savez, le monde aujourd'hui se globalise et l'information publiée par nos confrères et consoeurs du Rwanda a fait état plutôt, n'est-ce pas, d'une cession, n'est-ce pas, d'une cession de terres évaluée à des hectares, et que là-dedans, ces hommes d'affaires rwandais qui avaient sillonné nos marchés avaient constaté qu'il y avait des faiblesses au niveau de la production de certains aliments, au point même de dire que, par exemple, ils pourraient cultiver ici du piment. Bon, un peu gênant parce que je sais que il n'y a pas pénurie de piment au Congo, mais bon, peut-être si c'est pour les besoins d'exportation, ça peut certainement, pourquoi pas, procurer des devises au Rwanda via le Congo. Alors c'est ça, il faut remettre les pieds dans le plat. C'est donc ces informations publiées par la presse rwandaise qui nous renseignent plutôt qu'il ne s'agit donc pas d'un contrat, d'un bail amphithéotique comme le gouvernement et le Premier ministre nous l'ont dit, que on les a suivis, n'est-ce pas, en direct ou alors via les médias chauds rwandais, où ils nous parlent plutôt des cessions de terres et remercier même par, n'est-ce pas, par cet acte
le gouvernement congolais, le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et donc, je pense que c'est ça qui vient réveiller. Donc, on ne sait pas. D'un côté, notre gouvernement nous parle de cession de terres sous forme de bail amphithéotique, mais de l'autre côté, les Rwandais disent il s'agit d'une cession. Le gouvernement congolais nous a donné des terres pour y faire de l'agriculture. Voilà, c'est ce qui, évidemment, la question, je pense, qui va faire l'objet de notre débat de ce soir. Voilà, nous aurons une pause dans cette émission, mais pas maintenant. Le docteur Blanc Constant et Barapéa, pourquoi cette affaire suscite autant de débats? Nous allons suivre tout à l'heure le reportage des évêques sur le Premier ministre. Je le disais tout à l'heure, les évêques sont sortis des paroisses finalement, voilà, pour aller voir le Premier ministre. Ils se sont intéressés à ce sujet, mais bien avant de suivre ce reportage, mais pourquoi cette affaire suscite autant de polémiques et même énerve une partie de la population? Oui, bon, merci beaucoup. Mais il faut comprendre que la colère des Congolais et des Congolaises est légitime. Lorsqu'il y a un flou qui entoure une question aussi importante que la question des terres, les individus ou la population ne peuvent que manifester ce comportement qui cadre avec l'acte posé en amont. Et vous avez suivi Alphonse qui dit tout à l'heure que le gouvernement congolais a brillé par une forme de rétention informationnelle. Vous vous en souvenez? Si nous on n'avait pas mis cette affaire au devant de la scène, ça passait sous silence, personne ne devait être informé. C'est lorsque nous étions informés à partir de la publication du journal des dépêches de Brazzaville, où le ministre demandait, ou l'ambassadeur demandait des actes fonciers, et c'est là où la sémantique va nous compliquer. Si c'est un don, si vous avez, comment est-ce que vous allez demander les actes fonciers? C'est pour faire quoi avec? C'est tout un ambassadeur. Vous voyez qu'il y a le flou entretenu par le gouvernement, et le gouvernement qui ne communique pas assez sur la question, ça fait que les gens puissent, on ne sait pas, on ne connaît pas l'issue de cette affaire. Déjà, il faut retenir que tout le monde, ou le monde entier aujourd'hui, regarde l'Afrique comme la vitrine du monde. L'avenir du monde demain, c'est l'Afrique. Et lorsqu'ils disent que l'avenir du monde, c'est l'Afrique, c'est parce que nous avons encore des terres fertiles. Nous pouvons nourrir des milliers d'êtres humains dans le monde. Et ça attire et attise les convoitises de certains pays qui sont, par exemple, en manque, comme le Rwanda, par exemple. Deuxièmement, vous avez, par exemple, les Européens qui ont aussi épuisé la capacité de production de leurs terres. Et on se trouve donc dans la crainte d'être un jour envahi chez nous, de nous priver de nos terres, si bien qu'on exige la clairvoyance. Si il y a un certain nombre de Congolais qui pensent que, d'ailleurs, quand vous regardez le protocole d'accord, ou bien l'accord cadre, il y a plusieurs domaines où le Congo a signé avec le Rwanda. Mais nous, pourquoi les Congolais ne font pas de fixation sur les autres domaines? On se fixe que sur l'agriculture, parce qu'il y a le flou, on ne peut pas brader les terres. On ne voit jamais les terres, parce que ces terres, nos parents se sont battus, nos arrière-grands-parents, certains ont payé de leur vie pour chasser le colonisateur, pour faire ceci et garder ces terres. Et aujourd'hui, voir ces terres parties comme ça, nous, en tant que citoyens, tout Congolais, qui aiment ce pays, doit prendre la position, doit énerver pour la position que nous observons aujourd'hui. Donc, il revient au gouvernement. Nous ne demandons pas de nous faire venir les étoiles sur terre. Nous demandons qu'on mette à notre disposition ce document. Nous devons prendre contact de ce document. Nous devons prendre connaissance. On va parler des documents. Une fois, s'il y a ça, si ce flou, ce voile est levé, on constate que finalement, par rapport au selon des documents, il n'y a pas eu ça. À partir de ce moment-là, on peut voir ce qu'on peut voir. Mais là, il y a le flou. Et quand on entretient du flou, c'est qu'il y a quelque chose qui nous cloche. Guy Victor, vous constatez qu'il y a un flou, puisque vous avez aussi utilisé le terme nébuleuse tout à l'heure. Ah ben oui, évidemment, il y a un flou. Est-ce que c'est ça qui suscite autant de polémiques? Ben évidemment, parce que déjà, les Congolais ne sont pas possesseurs ou ne possèdent pas, n'ont pas en vue ces accords-là. Pourquoi on les cache? 1, 2, vous vous rappelez, moi j'ai parlé de
de l'évolution sémantique. Hier, l'ambassadeur rwandais qui était parti le 27 août 27 juillet 2021, qui était parti rencontrer le ministre d'État, le ministre Mabiala, a parlé ou a demandé les actes fonciers. Mais les actes fonciers, c'est quoi? C'est le titre foncier des terres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les terres avaient été bel et bien attribuées aux Rwandais. Parce que si c'est une location comme on parle, le locataire ne cherche pas le titre foncier de la parcelle. C'est un contrat de bail. C'était un contrat de bail. Vous voyez? Et en ce moment-là, le fou commence par là. Et depuis 2021, on donne l'impression comme si les Congolais ne se rappellent de plus rien. Quand on fait changer, on évolue avec la sémantique, c'est comme si les Congolais n'ont plus rien compris ou ont tout oublié. C'est vrai. Quand le rêve a mis du temps, tu te rappelles plus les épisodes de ce rêve-là. Mais les Congolais se sont rappelés que l'ambassadeur est parti sur le ministre d'État pour réclamer les actes fonciers. Il s'agissait de quoi? Pas de la location quand même. C'était de la cession hier, de la cession. Hier. Bon, mais en matière de cession, il faut savoir que la Constitution interdit toute cession de terre sans consultation du peuple. Ça, c'est l'article 129 de la Constitution du 25 octobre 2015. Il faut que les gouvernants se rappellent de ça et s'approprient ça parce que les gouvernants, à la tête du président de la République, veillent à l'application de la Constitution. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et s'il y a bruit, si le peuple se demande aujourd'hui, c'est parce que location ou pas location, mais aux étrangers, on ne peut pas faire louer des terres de cette façon-là. Une entreprise qui arrive, qui s'établit, ça c'est autre chose. Hein? Maintenant, si on doit donner aux Rwandais, parce que nous, les Congolais, nous avons appris ça de qui? Pas quand même du gouvernement congolais, mais c'est les Rwandais qui ont mis à nu toutes ces tractations-là, de donation ou de cession des terres. C'est à travers la presse rwandaise que les Congolais ont appris que le gouvernement congolais a cédé des terres au Rwanda. C'est à partir de la presse rwandaise. Donc, il ne faut pas qu'on politise cette affaire-là. Et tous ceux qui ont l'intelligence de la Constitution savent que l'article 219 interdit la cession sans consultation du peuple. Parce que ce territoire est indivisible. On ne peut pas amener notre peuple placé sur le territoire du Congo. Ce n'est pas normal. Vous voyez? Et la nébuleuse continue. Hier, cession. Aujourd'hui, location. Avant, c'était donation avec un fonds symbolique. Et puis. On ne comprend plus rien. Mais depuis que nous parlons, ces accords ne sont jamais mis à la disposition du peuple pour que le peuple examine, comprenne. Et eux-mêmes, les gouvernants, qui n'acceptent pas le débat contradictoire. Les hommes politiques se sont mêlés, mais il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de débat contradictoire pour qu'on éclaire la lanterne du peuple, du citoyen lambda. Donc, en ce moment-là, je crois que ça met le pays en danger. Et surtout encore, le bruit, c'est quoi? Même parce qu'il s'agit du Rwanda. Il s'agit du Rwanda. Moi, je me rappelle, le ministre Christelle Sassou Nguesso a pris des exemples d'autres peuples, de Malaisiens et autres, dans le Nord Congo et partout, qui cultivent. Mais ça fait pas du bruit, ceux qui cultivent les forêts et autres. C'est des peuples d'ailleurs. C'est les pays d'ailleurs qui cultivent ces histoires-là. Il n'y a pas de bruit. Mais pourquoi il y a du bruit? Mais parce qu'il s'agit du Rwanda. Mais parce que le Rwanda aujourd'hui, en Afrique centrale, apparaît comme un peuple envahisseur. Un peuple belliqueux. Barbare. Dieu me pardonne, entre guillemets. Parce qu'il y a quand même des preuves. Il y a des exemples, oui ou non. Mais quand il s'agit du Rwanda, tout le monde a peur. Nous ne sommes pas habitués au coupe-coupe, au match. Bon, mais écoute... Ah ben voilà, donc c'est ça qui fait peur. Victor, ah ben voilà. Je voudrais quand même vous rappeler que le peuple rwandais habite au Congo depuis plus de 20 ans. Très bien. Nous cohabitons avec le peuple rwandais. Nous avons aujourd'hui des Rwandais qui ont pris des Congolaises et qui ont eu des enfants avec des Congolaises. Vous avez des Congolais qui ont épousé des Rwandaises. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que parler des Rwandais qui viendraient pour développer les entreprises sur notre sol posera un problème? Très bien. Merci beaucoup, je crois. Vous savez, au Rwanda, il y a deux peuples majeurs, deux ethnies majeures, les Hutus et les Tutsis. Ceux qui sont ici, c'est lesquels? Mais c'est les réprimés d'hier. C'est ceux qui ont été bannis
au Rwanda qui sont revenus en refuge ici. Qui ont plutôt fait la guerre. Ils ont fui la guerre et ils ont fui les exactions, les machettes, les décapitations. Ils ont fui tout cela. Ils se sont réfugiés ici au Congo. Ils étaient en RDC. Après tout ce qui s'est passé en RDC, ils étaient obligés de traverser. Ils ont fui la Centrafrique pour se retrouver ici. Hutu. Mais ceux qui arrivent, les agriculteurs de piments et de raisins, c'est lesquels? C'est pas les Hutus, mais c'est les Tutsis. Donc, nous risquons d'exporter ici la crise rwandaise au Congo. Parce que ceux qui sont ici ont refusé de repartir chez eux. Ils ont préféré être apatrides. Et ça, les affaires étrangères ne vont pas nous démentir. Il y a des peuples rwandais ici, des citoyens rwandais ici, qui ont refusé de repartir au Rwanda. Ils préfèrent devenir apatrides. Donc, ils n'ont pas de patrie. Nous leur avons donné asile et c'est de ça qu'il s'agit. Or, ceux qui arrivent, mais c'est les belligérants qui arrivent. Qu'est-ce qui vous dit qu'ils arrivent seulement avec les piments et les raisins? Qu'est-ce qui vous dit ça? Et alors, la cohabitation au Congo, comme les deux peuples rebelles vont cohabiter ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça que le politique n'arrive pas à voir. C'est ça que le politique fait semblant de ne pas voir. Sauf s'il y a un agenda caché. Parce que ce peuple-là, Tutsi, qui est resté au Rwanda à Kigali, n'est-ce pas celui-là qui est en train de martyriser la RDC? Bon, voilà. Oui, c'est celle-là qui martyrise la RDC. Voilà, le Congolais a peur. Donc, le Congolais. Nous n'avons jamais fait de guerre contre l'autre nation. Voilà. Et nous n'avons pas l'habitude de ces affrontements-là. Et voilà pourquoi les Congolais tous ont peur des matchs. Voilà. Alphonse Ndongo. Voilà. Est-ce que c'est le flou qui suscite autant de polémiques? La procédure engagée par le gouvernement. Pourquoi on le disait tout à l'heure, nous avons quand même reçu sur nos sols, notre sol, nos frères sud-africains qui sont venus ici pour exploiter le riz. Nous avons quand même dans ce pays des Chinois qui sont venus surtout en nombre pendant la municipalisation accélérée et qui sont toujours. Nous avons d'autres nationalités sur cette terre. Alors, mais pourquoi aujourd'hui cette affaire rwandaise, sinon congolo-rwandais sur les terres, suscite autant de polémiques? Bon, alors, il faut noter une chose, peut-être que pour préciser un certain nombre de choses, lorsque Kagame a commencé à venir à Brazzaville, je me souviens, ça remonte il y a plusieurs années, et je faisais des analyses avec certaines personnes en disant non, Kagame ne vient pas ici parce que vraiment Brazzaville est une ville magnifique pour lui. Il y a deux objectifs que poursuit le président Kagame, où je pense qu'il a déjà atteint le but. C'était suivre les Interahamwe, les Hutus, qui s'étaient réfugiés à l'est de la RDC et qui, dans la longue marche du Laurent Désiré Kabila qui arrive le 17 mai 1997 à Kinshasa, ont été obligés de traverser, n'est-ce pas, ces Hutus-là ont été obligés de traverser chez nous au Congo. Et les informations, semble-t-il, du FPR au Rwanda, c'est que la plus grande concentration des Hutus, c'est désormais au Congo-Brazzaville. Donc, il fallait absolument atomiser cela, c'est-à-dire ce sont des gens qui se sont bien reconvertis, qui font des affaires, je parle des Hutus, et qui sont dans des travaux agricoles, dans des entreprises, mais surtout les services de renseignement rwandais, selon mes informations, soupçonnaient ces Hutus d'alimenter financièrement ceux qui sont restés à l'est de la RDC. Vrai ou faux, je n'ai pas, moi, des possibilités de pouvoir confirmer ou infirmer une telle information. Mais Kagame donc est venu d'abord dans ce but. Mais le deuxième but aussi, n'oubliez pas le Rwanda, c'est un petit pays sur le plan géographique. Et alors, il faut de l'extension. L'extension, il y en a déjà en RDC. Et le Congo, pour ça, je pense que le régime de Kigali travaille très bien. Ils identifient les pays où il y a vraiment, je peux dire, des effets porteurs s'ils venaient à investir. Et c'est comme ça que dans le but non seulement d'atomiser les Hutus rwandais qui sont installés chez nous au Congo, Kagame se dit, d'après ses réseaux d'information, le Congo est un pays pétrolier très important et riche. Et puis bon, voilà, nous sommes des sapeurs, nous aimons la danse. Bref,
ils nous identifient un tout petit peu comme les Congolais de l'autre côté. Sans oublier que c'est vrai, nous sommes du même sang, mais avec des différences. Alors, il faut s'installer ici, et ils savent aussi, faut le reconnaître dans leurs analyses. Bon, nous sommes identifiés comme des Bantous, hein, c'est-à-dire les Bantous, même titre que les Hutus. Nous aimons l'ambiance, porter des vestes, et on aime aussi des belles femmes. Alors, cela a été lancé, et nous mordons à la meçon. Voilà, il faut d'abord partir de là. Maintenant, je pense qu'Amargama a réussi le premier coup, c'est que les Hutus qui sont ici, soit ils deviennent apatrides, soit ils se font enregistrer comme personnes normales qui doivent payer leur carte de séjour, mais la plupart ont été obligés de partir au-delà, donc je crois au Canada, aux États-Unis. Alors, ça c'est une première mission réussie. La deuxième, évidemment, je pense que ils s'installent, vous savez, le Rwanda est assez organisé avec un fonds pas comme les fonds de chez nous, hein, des fonds de génération future, mais à travers ce qu'ils appellent Crystal Venture, qui est un noyau, je peux dire financier ou alors économique du FPR au Rwanda. C'est vraiment de l'argent qui vient du FPR. Voilà, ils se sont bien organisés, voilà ce que le PCT n'a pas malheureusement, et ce sont eux qui sont à la manœuvre. Dans un premier temps, je pense que le gouvernement nous a parlé d'une société par action simplifiée qui s'installait dans le but de cultiver le ricin qui est demandé par une société pétrolière, notamment Eni. Oui, c'est ce qui a été d'abord donné comme argument, mais aujourd'hui, on se rend compte de fil en aiguille que il ne s'agit pas seulement de la culture du ricin, qui devait être donc cultivé et que Eni avait besoin de bras pour pouvoir répondre à une forte demande internationale. J'ai même l'impression, selon mes informations, qu'Eni aujourd'hui ne parle plus trop de ce problème de culture de ricin. Hein, parce qu'il y a même eu des gens qui se sont engagés, des Congolais, dans le but de capter un peu d'argent de ce côté, mais ce n'est plus à l'ordre du jour. Mais on apprend que les Rwandais, dans le cadre, n'est-ce pas, de cet accord, ont aussi des terres. Bon, oui, jusque-là, moi je pensais, si je m'en tiens aux explications qui m'ont été données par ceux qui nous gouvernent, c'est que c'était tout simplement un contrat de bail de type amphithéotique ou amphithéose. Pour des gens qui veulent venir s'installer, vous avez parlé des Chinois qui sont déjà chez nous, qui le font les Sud-Africains. Je vais encore donner une information que les gens ne savent pas. Le gouvernement a aussi, dans le cadre de la coopération Sud-Sud comme ça, cédé offert des terres pour des Camerounais qui veulent faire l'agriculture. Je peux bien le comprendre parce que, quand même, si vous constatez très bien, le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Kenya, font partie du top 10 des pays reconnus comme des pays à vocation agricole. Je n'ai pas vu le Rwanda dedans. Alors, je me suis posé la question, en qualité de journaliste de la presse économique, pourquoi signer des accords avec le Rwanda dans le domaine agricole et de l'élevage, si on peut ajouter ça ainsi par extension, alors que le Rwanda ne fait pas partie du top 10. Donc, des pays qui peuvent nous apporter quelque chose en termes d'expertise, de production et consorts. C'est là où, je pense, vous voyez tout ce tollé à travers les réseaux sociaux, surtout, comme je le disais d'entrée de jeu, vous avez le gouvernement qui vous parle d'un bail amphithéotique pour 20 ans. Nous n'avons pas lu, c'est une déclaration qui est faite, on n'a pas lu ça noir sur blanc via les réseaux sociaux de manière transparente pour ce genre d'accord. Et de l'autre côté, les Rwandais même eux-mêmes nous disent, ça n'a pas été censuré par la presse rwandaise. Encore qu'à Kigali, ce n'est pas un peu comme à Brazza, où nous on peut organiser ce genre d'émission, où il y a quand même une liberté de ton qu'on le veuille ou non. Mais au Rwanda, nous sommes quand même dans un système où on peut dire, on ne dit pas n'importe quoi. Donc si la presse rwandaise vient à reconnaître qu'il y a eu plutôt des cessions d'hectares, évaluées en hectares, il y a tout lieu de penser que c'est une information vraie. Voilà. Et donc, voilà pourquoi il y a certainement ce tollé et on est en droit de se poser un certain nombre de questions. Voilà.
On disait tout à l'heure, la sémantique a évolué, varie après donc d'une entité à une autre, et nous avons vu les évêques sortir, aller vers le Premier ministre. D'ailleurs, c'est à leur sollicitation. Nous allons suivre le reportage. Est-ce que les évêques pensent donc à l'issue de cette rencontre? Nous allons nous contenter que de ce reportage, puisqu'après ce reportage, les évêques ont fait une autre déclaration pour assurer le peuple de Dieu, comme ils le disent, qu'il s'agit bel et bien de la location, ni de la cessation, ni de la vente. Nous allons suivre ce reportage. Dans le but de mettre l'Église au parfum de ce qui se fait dans le cadre de la bonne marche du pays, avec le chef du gouvernement, il s'est agi des questions de sécurité avec les opérations en cours pour assainir les quartiers. Certains médias de mauvaise augure s'amusaient à désinformer les populations en faisant croire que le Congo avait vendu des terres au Rwanda. Au cours de cet échange, les questions juridiques et politiques autour de ce sujet ont été évoquées et clarifiées. Aucune terre n'a été vendue et rien n'a été dissimulé. Les évêques ont eu l'opportunité de consulter en détail tous les documents concernés. Nous avons été reçus par Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, quelques ministres, collaborateurs. Nous avons échangé sur les questions essentielles pour le bien-être du peuple congolais, particulièrement la question des terres, des accords avec le Rwanda. Le gouvernement a fourni des éléments objectifs que les évêques ont pris note. Ce qui est intéressant, je pense, c'est l'explication de ces accords avec un langage de compréhension pour apaiser les inquiétudes du peuple. Les accords sont clairs. Il ne s'agit pas de cessation ou de vente de terre. Alors, nous, les évêques, on a pris note. Nous aurons notre temps d'évaluation et de voir les modalités de communication pour le dire avec des mots simples au peuple de Dieu. Ce dialogue avec les évêques participe à la sensibilisation et à la moralisation des populations concernant les grands enjeux d'État. Voilà, vous avez suivi les évêques qui précisent bel et bien que les accords sont clairs. Contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de nébuleuse, mais les évêques disent clairement qu'il s'agit des accords qui sont très clairs, pas de la vente ni de la cessation. Il s'agit bel et bien de la location des terres. Alors, je tenais aussi à vous rappeler qu'il y a eu juste après, donc je crois 24 heures ou 48 après, les évêques se sont retrouvés et finalement fait leur déclaration pour confirmer ce que vous venez d'entendre. Alors, le docteur Blanc Constant et Barapéa, on peut dire qu'après cette rencontre avec les évêques, tout est clair. Bon, merci. Je ne peux pas dire ça, comme vous l'avez dit. Premièrement, il faut quand même poser un certain nombre d'observations. Et je dois vous faire observer que l'Église catholique, premièrement, c'est un legs colonial. Et la bêtise que nous avons commise, c'est que quand on était en train de chasser le colon, il devait rentrer avec son Église. Malheureusement, on n'a pas pu le faire. Vous êtes un athée. Deuxième chose, vous savez que c'est un legs colonial, l'Église catholique. Donc même le colon devait rentrer avec son Église. Nous l'avons laissé. Ça, c'est le 1. Deuxième observation. Est-ce que, au nom de quoi l'Église catholique parle? Je tiens à faire observer que l'Église catholique est une religion d'État, d'un État qui est membre de l'ONU, l'État du Vatican. Ces évêques parlent en tant que citoyens congolais ou en tant que la posture qu'ils ont adoptée ça. Et c'est une posture de citoyenneté congolais ou bien c'est une posture d'évêque. En ce moment-là, en tant qu'évêque, et puisqu'ils parlent, ils ont parlé en tant qu'évêque, pas en tant que citoyen, la déclaration n'engage qu'eux. Ils sont évêques citoyens du Vatican. Donc ils n'ont rien à dire ici. C'est troisième chose. Troisième chose, est-ce qu'ils ont la légitimité? Est-ce que l'Église congolaise inspire confiance?
Vous pensez vraiment que les évêques-là inspirent confiance? Non, pour vous, ils ont menti. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils ont menti. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'évêque que j'ai suivi, je crois, c'est Monseigneur Gassongo, Urbain Gassongo, de Gamboma, si je ne me trompe pas. Peut-être que je peux me tromper, puisque je ne fréquente pas ces lieux. Il a dit que c'est pas une session, il n'a pas dit c'est quoi en réalité, il n'a pas dit. C'est ce que il a parlé de la location. Bon, j'ai pas fait attention. La location dans quelles conditions? Est-ce que les évêques peuvent nous montrer les documents? On s'en souviendra que quand nous avons mis sur la place publique cette affaire, le Premier ministre, chef du gouvernement, avait réuni les journalistes et il avait dit, il laissait dans son téléphone, nous il avait dit, après si je vais vous remettre les accords, est-ce que vous êtes journaliste, vous étiez là? Est-ce que vous avez mis des accords à l'issue de cet entretien? Répondez à ma question. Bon, évidemment, vous ne pouvez pas répondre. Donc, les évêques ne nous ont pas montré les documents. Nous, on ne peut pas se fier sur la foi des évêques. Nous ne sommes pas des chrétiens. D'ailleurs, le Congo, c'est un pays laïque. Donc, la déclaration des évêques n'engage que les évêques le Vatican là-bas. Troisième chose, et ce serait peut-être le dernier, quatrième chose, donc je vais faire observer. Oui. L'église dans cette sous-région, l'église catholique qui impose le respect, c'est l'église catholique de la RDC. D'ailleurs, quand vous avez une église catholique qui reçoit les dons du gouvernement, on leur a construit un hôtel particulier là-bas, on a construit l'église à Madibou et tout, ils reçoivent. Sans pourtant questionner l'origine des fonds, puisque, regardez dans le budget de cette année, c'était 2015, je crois, 2015 ou 2014, si dans la loi de finances, il y avait un chapitre qui était inscrit qu'on devait construire une église aux prêtres. Mais ils ont pris ça se plaindre. Donc, une église comme ça, qui n'est plus moralement crédible. Quand il y a des situations de ils ne parlent pas, ils viennent, c'est comment légitimer ce qui s'est passé. Nous, ça ne nous concerne pas, ça ne nous engage pas. Ce que nous demandons ici, en tant que citoyens, c'est que nous n'avons pas de problème particulier avec les Rwandais. Ils ont signé l'accord cadre, nous avons lu l'accord cadre. Nous mettons l'accent sur les terres. Qu'on nous éclaire sur la question terrienne, nous c'est les terres, dans quelles conditions on a octroyé, donnez-nous les documents, nous on veut lire. Si ça s'avère que le gouvernement a raison, on va faire encore que. Mais est-ce que vous êtes rapproché du gouvernement encore pour faire ce document? Encore que. Moi je suis diamétralement opposé à l'octroi, à la donation, tout ce qui est à la location des terres à n'importe toute entité, quelle qu'elle soit. Que ce soit la France, que ce soit les Malaisiens, je suis diamétralement opposé. Vous avez évoqué, parce que je suis foncièrement républicain. Vous le retenez. Je suis foncièrement républicain. Vous rappelez, vous avez dit ici qu'on a donné les terres aux Sud-Africains pour faire le riz. Est-ce que nous consommons le riz sud-africain dans nos marchés? C'est où le riz là est vendu où? Bon, les Malaisiens ils font quoi? L'huile de palme? C'est vendu ici? Montrez-moi là où on peut trouver en grande quantité l'huile de palme produite par les Malaisiens au Congo. Et n'oubliez pas, il y a quelques années, nous étions 2 millions. Nous étions 3 millions. Aujourd'hui, nous sommes 6 millions. Alors, on a construit autour du Congolais cette habitude de paresse. On essaie de montrer aux gens que les Congolais sont paresseux, le Congo ne peut pas utiliser les terres, il faut donner les terres à ceux qui veulent les utiliser. Mais ça, c'est une folie, excusez-moi. On ne peut pas dire que le Congo, depuis combien de temps nous vivons, est-ce que nous importons comment on appelle, le foufou, le manioc? C'est le paysan qui nous nourrit. Il suffit de mettre sur pied un plan agricole, un plan de développement agricole. Il y a des Congolais qui sont capables de faire le travail. Moi qui vous parle, j'ai monté les plans d'affaires dans ce pays. J'ai monté le plan d'affaires dans ce pays et pour certains, ça fonctionne. D'autres, vous avez des prédateurs, des hommes politiques qui se font passer. D'ailleurs, quand on prend l'exemple, on dit non, on n'arrive pas à faire l'agriculture. Mais quand il y a eu le fonds de soutien de l'agriculture, lesquels ont détourné l'argent? C'était la population ou bien ceux qui sont au pouvoir? Il faut arrêter. Je suis diamétralement opposé. Et opposé à toute cession, à tout octroi, même la location de terres aux étrangers, parce que la terre, c'est l'enjeu de demain. La terre, c'est l'enjeu de demain. La vie, le Congo ne va pas s'arrêter avec nous. Après, nous, le Congo va continuer. Nous avons les enfants, nous aurons les petits-enfants. Et nous pourrons rester même 5 000 ou 6 000 ans sur terre. On ne peut pas brader les terres. Je dis bien brader les terres. Que ce soit de location, que ce soit, j'appelle ça le bradage. Donc, pour vous, les prêtres n'ont pas été clairs. Je ne fais pas confiance aux prêtres. Voilà. Je ne fais pas confiance aux prêtres. De toute manière, ce sont les sujets étrangers, en quelque sorte, qui se sont présentés là comme des prêtres. Ils sont les prêtres comme les prêtres, ils parlent au nom du Vatican. Bon, il parle au nom du peuple de Dieu. Bon, d'accord. Encore que,
C'est pas le peuple de Dieu, je suppose que c'est les chrétiens. Bon, je ne suis pas chrétien. En quoi je suis concerné? Moi, je suis pas chrétien. En comment je suis concerné par les Victor, je voudrais comprendre votre réaction suite à la sortie médiatique des évêques. Oui, les évêques, bon, moi, les bras m'en tombent, hein. Les bras m'en tombent quand j'écoute les évêques parler comme ça. Et pourtant, c'est des grands philosophes pour la plupart. Ils ont fait la philosophie, ils ont fait la politique, ils ont fait beaucoup de choses dans l'église catholique. On apprend toutes ces choses-là. C'est des gens qui devaient mieux comprendre ces choses-là que nous. Parce que quand ils écoutent ce qu'on leur dit, c'est comme s'ils n'ont pas la genèse de l'affaire. Vous voyez, ils n'ont pas la genèse de l'affaire. Mais la genèse dit quoi? Au commencement était quoi? Était la cession. Au commencement était la cession des terres. Au commencement. Quand l'ambassadeur va voir le ministre d'État, c'est la cession. Quand les Rwandais, la presse rwandaise parle, il s'agit de la cession. N'est-ce pas? Au commencement, c'est cela. Et même s'il s'agit aujourd'hui de la location, mais la location, c'est quoi? C'est l'action de louer. C'est louer et faire louer, c'est quoi? C'est aussi une cession. La location, c'est une cession. C'est la cession de l'usage de quelque chose faite par le propriétaire pour un certain temps, moyennant un certain prix. Si vous avez votre maison, vous la faites louer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fait une cession à celui qui veut louer. Ça lui appartient pour un certain temps, mais pour un montant donné, c'est une cession. Or, en matière de cession, je dis, même si c'est la donation, même si c'est un don, c'est une cession. Même si c'est une vente, mais la vente, c'est interdit. La location, c'est une cession. Selon la définition en matière de droit, la location, c'est une cession de l'usage de quelque chose faite par le propriétaire pour un certain temps, moyennant un prix. C'est une cession. Or, l'article 219 dispose en matière de cession, nul échange, nulle adjonction du territoire national n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum. C'est ça la Constitution. Mais il y a un garant de la Constitution, mon vieux. Donc, même si on change les sémantiques, mais on ne sort pas de la Constitution. Parce que quand la Constitution parle de cession, il englobe tout cela. Le territoire national est indivisible. On ne peut pas le céder, on ne peut pas le vendre, on ne peut pas le faire louer. Faire louer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens là donnent l'argent. Or, nous avons appris dans certains accords que c'est moyennant quoi? Un franc symbolique. Vous voyez? Mais ce ne sont pas les entreprises publiques. Mais ce ne sont pas les entreprises congolaises. Oui, le Congo, l'État a des terres. Mais l'État cède des terres à qui? Pas aux étrangers quand même. Mais aux entreprises publiques, mon vieux. Pour une utilité publique. Mais si c'est aux entreprises privées, vous pouvez bien faire le repertoring des entreprises privées qui sont installées au Congo ici. Est-ce que nous avons les retombées? Ça repart chez eux. Tous ceux des compatriotes africains qui ont installé des magasins, qui ont installé les entreprises ici. Mais l'argent va où? Chez eux, pas chez nous. Nous, on gagne quoi? Donc, il faudrait quand même qu'il y ait un débat franc. Il faudrait que les compatriotes, les citoyens vrais, les républicains, comprennent que, même s'il s'agit de la location, on a changé parce qu'on veut embrouiller le peuple, je veux bien. Mais la Constitution reste là, c'est comme un nœud gordien. Location égale à cession. Égale à cession. Mais c'est interdit par la loi. C'est interdit. Vous voyez, ils sont actionnaires dans beaucoup d'entreprises. Ils n'ont qu'à être entraîneurs dans Cristal Venture pour qu'on sache que c'est pour eux-mêmes. Mais tant qu'on dit que c'est pour les Rwandais, je vous dis que la loi interdit et la représentation nationale est obligée de s'éclaircir. C'est nous qui devons. Nous sommes comme les pédagogues. Et donc, nous sommes comme les pédagogues. Donc, ça veut dire et donc, les évêques, ce qu'ils ont dit, ils ont été omnubilés. On ne sait pas à quoi, mais ils ont été omnubilés. Parce que ce qu'ils disent, c'est que ils n'ont pas commencé, ils n'ont pas fait le débriefing de la chose. Ça a commencé où? Est-ce que c'est nous qui avons commencé par mettre ça sur la place publique? Est-ce que c'est le Congolais? Est-ce que c'est les hommes politiques congolais? Parce que quand les journalistes parlent ici, on pense que c'est de la politique. Non! Vous voyez?
Mais c'est les Rwandais eux-mêmes qui ont commencé à nous dire. Voilà. Et qui ont commencé à réclamer les actes fonciers. Je crois qu'on peut repartir sur le ministre Mabiala pour en savoir, sauf que c'est un homme d'État. Bon, ministre d'État, il va pas trahir. Mais entre-temps, tous ces membres-là, ils savent, tous ces Congolais, quel que soit là où ils sont, ils savent que ce que nous on fait, c'est une erreur monumentale. Voilà. Alphonse Dongo, est-ce qu'on peut comprendre la sortie, sinon l'attitude des évêques? Le docteur Blanc-Costoy Barapéa disait tout à l'heure que le Congo était un pays laïque, mais on a quand même vu les évêques sortir quand même de leur silence pour aller comprendre réellement ce qui se passe. Est-ce ça s'explique leur attitude? Comment ça s'explique? Bon. À l'observation, j'ai l'impression que le gouvernement est dans une situation de chercher des voies d'explication. Voilà, et l'Église, on le sait très bien, notamment catholique, a joui quand même d'une certaine audience au Congo. Et puis, ce qui peut certainement être ennuyeux, c'est le fait que cette Église, on le voit, elle entretient quand même, je ne dirais pas des relations incestueuses, parce que ce serait, l'Église a pour rôle, n'est-ce pas, d'entretenir des relations avec tout le monde. Mais ces relations avec le gouvernement sont telles que, comme l'a dit Constant, nous constatons que l'État fait beaucoup pour l'Église catholique, la construction notamment d'un centre diocésain, comme celui qui se trouve à proximité, voilà, qui se trouve à un jet de pierre de Bayardel, des facultés de l'université à Bayardel. Vous avez l'église Sainte-Anne qui a été refaite, n'est-ce pas, aux frais de la République. Et nous voyons... Une autre église construite aux frais de la République à Madibou. Voilà. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas mauvais que l'État entretienne de bonnes relations avec l'église catholique. Mais vu sous cet angle, on peut donc se poser la question, lorsque l'Église catholique reçoit autant de l'État, en termes de cadeaux et souvent même de présents des plus hautes autorités à certaines, n'est-ce pas, grandes fêtes religieuses. Dans des voitures par là. Est-ce que cette Église peut se mettre en lévitation pour pouvoir donner un point de vue pertinent? Lorsqu'on est dans une situation comme celle-là, ce que je constate, c'est que l'Église s'est quelque peu précipitée à la suite d'une audience que lui a accordé le Premier ministre à dire tout de suite que il n'y avait pas péril en la demeure, donc il ne s'agit pas des cessions des terres. C'est un peu très prématuré parce que Guy Benoît de Victor l'a dit, on sait très bien qu'à l'Église catholique, les gens sont bien formés, il y a un peu tout dedans. Vous avez des gens qui ont fait droit, qui ont fait psychologie. Bref, c'est vraiment une véritable armée d'intelligence. Comment est-ce que tout de suite, ils ne prennent pas la peine de pénétrer, n'est-ce pas, les documents et d'accepter tout de suite ce que, bon, l'autorité a pu leur dire. Nous sommes des journalistes. On sait très bien que quand on va rencontrer une autorité ou un ministre, ce n'est pas toujours ce que l'autorité nous dit qui peut être considéré comme une vérité d'évangile. Il faut toujours faire un travail d'introspection, de vérification et de recoupage. Et l'Église catholique, à ce que je vois, s'est précipitée suite, n'est-ce pas, à la suite de cette audience avec le Premier ministre, à valider ce que le gouvernement fait déjà retentir comme message depuis un certain temps. Je ne peux pas dire que cela n'est pas vrai, mais c'est une observation que je fais. C'est-à-dire que, est-ce que si c'était l'Église catholique à Kinshasa, où on sait que là, les gens essaient tout le temps de se mettre en lévitation par rapport au landerneau politique national pour dire certaines choses qui sont importantes, qui blessent même parfois les pouvoirs publics. On a vu récemment avec le cardinal Ambongo, qui a subi le courroux du gouvernement en se faisant réchauffer dans une salle de l'aéroport international d'Ndjili. C'est autant de choses qui font que, du journaliste que je suis, je peux bien me poser la question, pourquoi l'Église catholique s'est-elle précipitée à donner une réponse qui va vraiment dans le sens de rudoyer le gouvernement? Voilà, docteur Blanc-Costoy Barapéa,
Nous savons tous que le gouvernement, depuis plusieurs années, sinon les différents gouvernements, donc étaient à la recherche des solutions idoines pour le développement du pays. Le gouvernement veut à tout prix développer l'agriculture dans ce pays. Nous savons que le président de la République tient coûte que coûte à l'autosuffisance alimentaire, que l'agriculture soit industrialisée. Est-ce que aujourd'hui c'est mauvais que le gouvernement cède, sinon loue les terres à un pays qui est capable de venir développer? Est-ce que le problème se pose au niveau des accords, au niveau même du pays, comme disait Guy Benoît Victor tout à l'heure? J'ai envie de comprendre quelles sont les conséquences de ces accords. Très bien. Je crois avoir dit tout à l'heure que je ne fais pas une fixation sur le Rwanda. Ça aurait dû être la France, ça aurait dû être le Cameroun, où j'ai quand même passé plus de 15 ans. Ça peut être la Centrafrique. Moi, je prendrais la même position. Je suis foncièrement républicain. Première chose. Deuxièmement, lorsqu'on parlait de l'autosuffisance alimentaire, j'avais autour 12 ans. Je crois que c'est les années 87-86, quelque chose comme ça. C'était d'ici à l'an 2000. Et on est arrivé à l'an 2000, ça fait 24 ans. Deuxièmement, troisième élément, je suis le fils d'un monsieur qui a travaillé à la ferme d'État de Mbé. J'ai un document, vous montrer. Ce qui a fait fermer ces fermes d'État, c'est que ça ne produisait pas de bénéfices. Mais on produisait. Il y avait, on faisait du foufou, on faisait le maïs, on avait des OCV, des OCC. Vous vous rappelez comment est-ce que le président Massamba Deba, à son époque, payait des fonctionnaires? C'était avec quel argent? Il n'y avait pas de pétrole. C'était avec quoi? Avec l'agriculture. Dans le Congo, c'est un peuple agriculteur. Dans nos villages, vous prenez vers Gamboma, Konoso, je suis allé à Bondja là-bas, les gens cultivaient le café, le cacao. C'est quand la route de Réo est passée par là, on a dévié les champs des individus et il y a eu l'argent facile, puisqu'on peut avoir le champ de cacao, on dévaste le champ de cacao, passer la route de passer par là, en vous donnant l'argent, les gens sont rentrés dans la jouissance. Tout comme avec le boom pétrolier. Donc, on ne peut pas nous faire avaler que nous ne pouvons pas payer l'agriculture. Et pour revenir sur le Rwanda, mon aîné et estimé grand frère Alphonse Ndongo ici, vous a fait quand même montrer le positionnement de certains pays par rapport à l'agriculture en Afrique. Le Rwanda ne fait pas partie. On a dit on va cultiver le ricin. Quelle est l'expérience rwandaise par rapport à ça? Rien. Alors, avez-vous vu un pays au monde qui s'est développé par un autre pays qui vient d'aider à se développer? Si on était dans l'optique de nous développer, il devait y avoir, donc, dans le projet de Rwanda, puisque je n'ai pas lu l'accord, on ne met pas notre décision dans ce document, on devrait commencer par faire un maillage complexe industriel. Ça veut dire quoi? Par rapport aux spéculations qu'on va faire au Congo, si c'est le maïs, si c'est ceci, on doit transformer sur place. Tout transformer ici. À partir de ce moment-là, on pourra dire, oui, il y a eu l'agriculture, il y a eu l'industrialisation. Or, si nous suivons le reportage venu de Kigali, parce que j'ai foi à ce reportage. Je préfère croire à ces gens-là que le gouvernement. Puisque le gouvernement fait de la rétention. Ils ne vont pas cultiver leur piment pour transformer ici, encore moins de thé. Donc, nous revenons là dans les démarches, une démarche qui a eu lieu pendant la colonisation. Parce que le colon, il y avait ce qu'on appelait les colonies d'exploitation et les colonies de peuplement. Donc, le Rwanda veut faire du Congo une colonie d'exploitation. On leur donne des terres, ils exploitent, si c'est le thé, si c'est le café, si je ne sais pas trop. Et puis, ils prennent, ils vont, soit ils importent, soit ils partent transformer chez eux. N'oubliez pas que le Rwanda, qui n'a pas connu comme un grand pays producteur de minerais, a mis sur pied une raffinerie, mon aîné Alphonse peut m'aider là-dessus, une raffinerie pour transformer l'or, le diamant sur place. Et vous voyez que dans les accords qu'on a eu à signer, il y a des minerais. Donc le Rwanda est dans une posture stratégique. Elle n'a pas de terre, elle veut utiliser nos terres pour développer l'industrie chez eux. Et ça, je suis diamétralement opposé. Et je vais m'y opposer aussi longtemps que je suis sur terre. Même jusqu'à 100 ans, je vais m'y opposer. Il faut que le président de la République, qui nous parle
d'autosuffisance alimentaire, les questions de sécurité alimentaire, je suis d'accord. Mais ça ne se ferait qu'avec les Congolais. Si nous voulons l'expertise d'ailleurs, qui viendra d'ailleurs, c'est au niveau technologique, encore que la technologie, c'est un élément de puissance, personne ne vous donnera la technologie. Donc, il faut compter sur le Congolais pour développer le Congo, parce que même nous voyons nos frères qui sont en France, qui sont un peu partout dans la diaspora, ils n'investissent pas là pour la plupart, l'argent ils envoient ici, on achète du terrain. Donc, c'est comme ça, c'est tout à fait naturel. Pensons le développement par nous-mêmes. Aucun État au monde n'a été un autre État développé. Et pour terminer sur cette question, quand je suis ceux qui sont au pouvoir et nous parlent, bon, on va prendre la main-d'œuvre congolais et nous allons nous appuyer sur la fiscalité. Connaissez-vous un seul État qui s'est développé avec la fiscalité? Les impôts et taxes peuvent développer un État? Il faut sortir de la culture de rente. Cette économie rentière, et j'ajouterais même prébendière, ne va pas nous faire avancer parce qu'il s'agit de ça, d'une culture rentière et prébendière. On fait l'agriculture, on prend les produits, on amène au Rwanda, on nous paie des taxes. D'ailleurs, même ces produits-là, si ça sort par du port, c'est produit au Congo, est-ce que nous allons prélever la douane? Rien du tout. Est-ce qu'on peut faire ça? Vous donnez vos terres gratuitement, comme on dit au Cameroun. Nous on peut travailler. Bon, je vais dire une chose. Monsieur le Président, donnez-moi la charge. Mettez sur pied un programme, donnez-moi la charge gratuitement, vous n'allez pas me payer. Je vais assurer ça. Voilà. Vous n'allez pas me payer pour dire qu'il y aurait un salaire. Donnez-moi la charge de faire développer l'agriculture. Vous pétez, on met sur pied un plan. Donnez-moi la charge de gérer cette structure. Vous allez voir comment ça va donner. Je crois que votre appel arrivera aux oreilles c'est pas possible. Des décideurs. Je voudrais prendre Alphonse Ndongo, puisque vous avez quand même touché quelques aspects économiques. Oui, je voudrais qu'il réagisse aussitôt. Alors, Alphonse Ndongo, est-ce qu'on ne peut pas dépassionner ce débat? Est-ce qu'on ne peut pas regarder réellement l'impact économique, l'impact sur le développement même du Congo en octroyant, sinon en louant les terres congolaises au Rwanda? Alors, c'est vrai que la tendance aujourd'hui dans le monde, Constant l'a dit aussi, c'est-à-dire que l'Afrique, c'est vraiment l'avenir du monde. Et alors, tout le monde voudrait bien occuper nos terres arabes et toutes les grandes puissances, la Chine, le Brésil, bref, l'Inde, viennent investir en Afrique, sont à la recherche des terres. Et s'il faut donc noter, comme l'a dit le gouvernement, que cet accord avec le Rwanda s'inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud, on ne peut pas refuser la coopération Sud-Sud. Mais encore faudrait-il qu'on pose des vrais jalons, c'est-à-dire que aujourd'hui on ne négocie pas aussi des choses les yeux fermés. Il faut d'abord identifier le partenaire avec qui on signe cet accord. Et j'ai essayé de faire un briefing ici pour donner les vraies raisons de cette coopération assez agissante maintenant avec Kigali. C'est aussi à nous d'avoir des stratèges pour justement attirer l'attention de nos décideurs en disant oui, le Rwanda c'est pas mauvais, mais il y a un peu un passé sombre avec la RDC. Est-ce que c'est pertinent de signer ce genre d'accord? On sait aussi que le même Rwanda est assez implanté déjà en République centrafricaine. Donc, il faut donc avoir des géostratèges au niveau de nos affaires étrangères, au niveau de nos services de sécurité, avant de signer ce genre d'accord, pour voir si ça rentre vraiment dans le cadre de la coopération Sud-Sud, c'est-à-dire que c'est une agriculture, qu'est-ce que le Congo va y gagner? Est-ce qu'en termes d'employabilité des jeunes Congolais, comme c'est le mot à la mode maintenant, il y a des jeunes Congolais qui auront de l'emploi à travers cette installation de Crystal Venture et ses démembrements qui finalement s'est constitué en société par action simplifiée. C'est des questions qu'on est en droit de se poser. Vu sous cet angle, lorsque vous voulez signer un accord, si les bons stratèges ont bien évalué la chose et trouvent que il y a dans ce qu'on appelle aujourd'hui gagnant-gagnant, eh ben, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais pour le cas avec le Rwanda, je me suis posé un certain nombre de questions. Je vous ai dit tantôt que le Rwanda ne figure pas parmi les 10 premiers pays, n'est-ce pas, en matière économique. Ça, ce sont des données qui sortent des institutions de Bretton Woods de la Banque mondiale. C'est pas un pays classé comme c'est lui qui peut être une référence pour le Congo. S'il faut parler d'agriculture, peut-être aurions-nous pu faire des accords avec la Côte d'Ivoire,
qui est quand même en haut de tableau avec l'Éthiopie comme premier pays, le Kenya, le Nigeria, le Cameroun. Voilà des pays qui aujourd'hui, ou l'Égypte, qui portent en matière, n'est-ce pas, de partenariat agricole. Donc, qu'est-ce que nous gagnons avec un pays qui n'est pas déjà dans le top 10? Ça peut poser un certain nombre de problèmes. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que les stratèges, les nôtres qui sont aux affaires étrangères, qui sont dans les services de sécurité, ceux qui font même des analyses, n'est-ce pas, ou des projections économiques, ont été associés pour pouvoir donner la bonne décision avant que les autorités chargées de la signature de cet accord voient ce que nous gagnons sur le plan économique. C'est là où se situe le problème. Moi, j'ai l'impression... Est-ce qu'on peut comprendre la motivation du gouvernement? Alors, moi, c'est la question que moi aussi je suis en droit de me poser. Alors, je me dis, est-ce que derrière cet accord, ou alors ce que nous voyons comme, voilà, carcasse de l'accord, puisqu'on n'a pas vraiment la profondeur de l'accord, est-ce qu'il y a autre chose qui est sous-jacent? C'est-à-dire que on vous présente l'accord, est-ce qu'il y a autre chose que vous et moi, nous ne connaissons pas, ou alors qui relève de ce qu'on appelle un problème d'État? Je suis moi aussi en train de me poser la question, parce que dans cet accord, si vous regardez bien, c'est une balance qui est défavorable au Congo. C'est-à-dire Crystal Venture, bien installé, bien financé, soutenu par le Fonds patriotique rwandais. Enfin, c'est la trésorerie du Fonds patriotique rwandais qui elle-même est alimentée par tous les Tutsis rwandais à quelque lieu qu'ils se trouvent, par solidarité. Et ça fonctionne comme ça, et eux, ils sont en train d'investir chez nous, c'est le cas du Congo, pour pouvoir engranger, n'est-ce pas, des bénéfices et des dividendes. Des accords gagnant-gagnant, non? Donc, moi, je ne vois pas, on parle de, oui, voilà, il peut avoir certainement l'effet de la fiscalité, excusez-moi, l'effet de la fiscalité pour ce genre de choses, quand ce n'est pas étudié en profondeur, eh ben, ça risque d'être un coup d'épée dans l'eau. Parce que des vraies projections économiques, il faut que les experts s'assiedent, fassent des évaluations, essaient de faire des projections à court et moyen terme. Est-ce que cela a été fait? Je ne suis pas sûr, et c'est pourquoi je dis cet accord profite plus au Rwanda. Si c'est dans le cas de la culture du ricin dont on parlait, moi j'aurais bien voulu que ce soit des jeunes Congolais qui soient à la manœuvre pour gagner cet argent, encore que même dans le cas de la culture du ricin, le Rwanda n'est non plus une référence en la matière. Vous avez plutôt des pays comme le Madagascar, ça va vous étonner. Donc, c'est pas déjà aussi une référence, parce que lorsqu'il y a eu cet accord, et puis moi j'ai aussi ingurgité cette information, avant d'aller fouiller et de me rendre compte que le Rwanda n'est même pas une référence en matière de culture de ricin. Le Rwanda n'est pas dans le top 10 des pays africains en matière, n'est-ce pas, de production agricole. Donc, je peux me poser la question, est-ce que au-delà de cet accord, il y a quelque chose que vous et moi, nous ne connaissons pas, ou alors qu'on peut connaître, mais dont je suis dans l'incapacité totale de dire ici, parce que je n'ai pas de preuves. Voilà, Guy Benoît de Victor, je disais tout à l'heure à Alphonse Ndongo qu'on peut quand même voir les opportunités qu'offre, on va dire, la location de ces terres rwandais. On va quand même voir peut-être le nombre d'emplois, le nombre d'emplois qui seront créés à travers ces locations. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les Congolais s'intéressent compte tenu des accords, au lieu de voir quand même le côté un peu économique, le côté développement, sinon le bénéfice que le Congo tire? Très bien, merci beaucoup. Je crois que, comme tu as dit, on dépassionne le débat pour essayer d'aller sur les terrains pratiques et pragmatiques. C'est vrai. Je fais bien les arguments d'Alphonse. Si nous allons vers le Rwanda pour chercher la plus-value, il faut d'abord que le Rwanda soit le modèle. On ne peut copier que les modèles. Est-ce que le Rwandais en matière agricole, c'est un modèle? Si le Rwandais en matière agricole n'est pas modèle, on ne peut pas copier. Vous voyez? On ne peut pas octroyer des terres à ce Rwanda. Et en ce moment-là, je n'ai pas envie d'aller trop loin
Mais je voudrais interpeller les politiques qui ont commencé, qui sont témoins de l'histoire de ce Congo, témoins de l'histoire de l'Afrique. Ils sauront que la vision expansionniste du Rwanda ne date pas d'aujourd'hui. Et le Rwanda obéit à la volonté supérieure des Occidentaux. Tout ce que le Rwanda fait, vous pensez que ça vient de Kagame, mais ça vient d'ailleurs, de plus grand que lui. Toute cette visée expansionniste, occupationniste, ça vient d'ailleurs. Quand je parle comme ça, je crois que ceux qui sont témoins de l'histoire et qui ont vécu l'histoire et qui ont fait de la politique savent de quoi je parle. Parce que dans ce pays, on sait quand même que les Occidentaux, leur vision, c'est d'occuper le Congo, la RDC, la RCA, le Gabon, mettre tous ces pays sous le joug du Rwanda. Il faut interroger l'histoire. Et ça vient d'ailleurs. Tout ce que le Rwanda fait avec la RDC, toutes les interventions des Occidentaux, mais c'est du bémol. Parce que nous avons consulté les annales de l'histoire pour savoir que la prédation, ou tous les Occidentaux, veulent être prédateurs de toutes les richesses de l'Afrique centrale. Vous comprenez? Et ça, c'est dans les annales de l'histoire. Et bien ça, c'est le non-dit de l'histoire. Et ça, on ne raconte pas ça à l'école. La vision des États-Unis d'Amérique, la vision des pays européens, c'est quoi? Aujourd'hui, vous tirez sur eux. Aujourd'hui, vous voulez les chasser. Mais parce que les Ouest-Africains ont compris, voilà pourquoi ils veulent arrêter net leur expansion. Et leur chien de chasse en Afrique centrale, c'est les Juifs africains. Les Tutsis sont considérés comme les Juifs africains, selon l'histoire. Bon, qu'est-ce que le Congo a gagné? Qu'est-ce que le Congo a gagné? Oui, on veut faire confiance au Rwanda parce que c'est la coopération Sud-Sud. Nous sommes d'accord, mais nous copions quoi chez les Rwandais? Mais ces accords, quand même, on a vu plusieurs États avoir les mêmes accords. Hein. Pourquoi bon, que... très bien, oui. J'en veux bien. Oui. Mais il y a eu des pays comme ça. Qu'est-ce que ça leur a rapporté? Pour le commun des mortels, pour les gouvernements, peut-être qu'ils ne savent pas. Il faut qu'on leur dise, parce que quand on parle, les gens pensent qu'on amuse la galerie. Au Madagascar, mon ami Alphonse a cité le Madagascar. Madagascar a conclu les mêmes accords avec Daewoo Logistique. Daewoo Logistique. En 2018. Mais vous savez que ces accords ont créé tollé au Madagascar. C'est une entreprise sud-coréenne. Sud-coréenne, une entreprise sud-coréenne. Oui. Ça a créé tollé au Madagascar. Au point où les dirigeants de l'époque ont laissé leur plume. Oui, on se souvient bien, quoi, en 2009. Ah ben voilà. Ont laissé leur plume. Mais ça ne s'arrête pas là. Je n'ai pas envie d'aller en profondeur. Je leur demande seulement, je leur donne des références pour qu'ils cherchent, qu'ils lisent, qu'ils consultent les annales pour se rendre compte. Mais après le Madagascar, mais l'Éthiopie dont on parle, Alphonse a parlé de l'Éthiopie qui est un hub en agriculture en Afrique. Mais l'Éthiopie a eu aussi ce même problème avec la société, les investisseurs étrangers. L'Éthiopie a loué des centaines de milliers de terres, d'hectares de terres agricoles à des investisseurs étrangers, notamment indiens, chinois et saoudiens, pour le développement des produits de grandes plantations commerciales. Ces accords ont souvent été critiqués pour leur manque de transparence. Ce qui se passe chez nous, c'est quoi? C'est aussi le manque de transparence. En Éthiopie, il y en a eu, mais ça a été critiqué par un manque de transparence et ça a créé des histoires en Éthiopie. Ok? Pour avoir déplacé les populations locales sans compensation adéquate. Vous voyez? Ça crée des problèmes. Mais ça ne s'arrête pas en Éthiopie. Mais au Mozambique. Le Mozambique a signé avec les Émiratis. Les Émiratis Agribusiness. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le Mozambique a signé des accords avec des entreprises agricoles des Émirats arabes unis pour développer des projets agricoles sur des vastes étendues de terre
comme dans d'autres cas. Ces accords ont soulevé des préoccupations concernant les droits des agriculteurs locaux et l'impact sur la sécurité alimentaire nationale. C'est un problème. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais nous sommes allés aussi au Laos. Au Laos, il y a aussi des investisseurs chinois et vietnamiens qui y sont arrivés. Ce n'étaient pas des Rwandais. Les Vietnamiens et les Chinois sont arrivés là-bas. Mais de grandes portions de terre au Laos ont été louées, comme le terme qu'on utilise chez nous ici, louées aux investisseurs chinois et vietnamiens pour des plantations de caoutchouc et d'autres cultures commerciales. Ces projets ont souvent été accompagnés de controverses sur le développement des populations locales et le déplacement des populations locales et la déforestation On comprend bien si on déduit ce que vous voulez nous dire, voilà. que partout il y a eu de tels accords, c'est la nature de ces accords, il y a toujours eu des problèmes. Il y a toujours eu mais en Europe aussi il y en a eu. En Ukraine dont on parle, c'est le grenier de l'Europe. En Ukraine. Ah oui, mais en Ukraine aussi. L'Ukraine est souvent considérée comme le grenier de l'Europe en raison de ces vastes terres arabes attiré de nombreux investisseurs étrangers. Des entreprises agricoles chinoises et européennes ont loué ou acheté des terres pour la production agricole. Par exemple, en 2013, une entreprise chinoise a signé un accord pour exploiter 3 millions d'hectares de terres agricoles en Ukraine. Bien que cet accord ait suscité de nombreuses controverses, n'ait pas été pleinement mis en œuvre en Ukraine. Mais en Roumanie aussi. Nous parlons de Roumanie. Nous parlons aussi de la Hongrie. Les mêmes tractations qu'il y a eu au Congo ici, il y a eu dans ces pays-là et ça a toujours soulevé des problèmes. Alors dites-moi mon frère, qu'est-ce que nous allons tirer comme profit? Et avec ce peuple barbare-là, vous leur donnez, vous signez un contrat amphithéotique, mais c'est de 18 à 99 ans. Même si vous nous dites que hier, quand nous entendions, c'était pas 20 ans. Aujourd'hui, on nous dit 20 ans, mais c'était 99 ans. On ne fait que modifier. Il y a fluctuation de mots, il y a fluctuation des accords, là, on ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui ne peut pas arriver demain? Sur le plan sécuritaire, seulement ça. Puisque nous avons déjà, parce que, regarde, chez nous, il y a un proverbe qui dit, celui qui s'est blessé à la langue, conserve le goût de quoi? Du sang. Oui ou non? Mais celui qui a mordu la terre fait quoi? Conserve aussi la trace. Là où tu es tombé en courant, tu ne peux pas savoir comme par ici, moi j'ai tombé. Quand tu passes par là, tu dois faire attention. En face de nous, les Rwandais ont montré de quoi ils étaient capables. Comment vous pouvez les amener ici? Quand on les amène ici, sous prétexte qu'ils vont faire les agricultures, c'est vous qui pensez comme ça? Mais est-ce qu'ils y arrivent pour faire des agricultures? Parce que la présence des Rwandais dans nos pays, mais au Cameroun, ça a soulevé aussi des tenets. On nous dit déjà ce qui la dénonciation qu'il y a là pour les Rwandais qui ont investi au Cameroun. Vous comprenez? Ça se passe au Cameroun. L'infiltration qu'il y a au Cameroun. Mais ici, qui ne dit pas qu'il y a l'infiltration? D'ailleurs, nous avons eu des débats comme ça où il y a même des Rwandais qui sont déjà dans nos services, qui sont infiltrés dans nos services et qui savent qu'ils font ce qu'ils font. Bon, en ce moment-là, avec les amis qui sont là, nous avons trop de parents par là. Non? On a combien de kilomètres de frontière avec la RDC? Voilà. Mais j'ai suivi le président de la RDC a dit, ils n'accepteront jamais que ces gars-là viennent ici. Bon, s'ils n'acceptent pas, qu'est-ce qui va arriver entre nous et eux? Bon. Qu'est-ce qui va arriver entre nous et eux? Voilà, on va quand même reculer, non? Voilà, nous allons chuter, on va boucler cette émission. J'ai une dernière question, docteur Blanc-Constant et Barapéa. Vous avez déploré d'entre jeu de cette émission le flou, vous avez parlé du flou, la nébuleuse. Alors, nous savons selon la Constitution que le peuple doit être consulté quand il y a des questions comme ça. Et selon vous, pourquoi est-ce que aujourd'hui le peuple n'a pas été informé dès le départ sur ces accords? Mais justement parce qu'il y a le flou. C'est ce que j'ai dit. Regardez, vous prenez, il y a quelque chose qui m'a intrigué. Je ne suis pas juriste, mais j'ai affleuré avec le droit. Guy Benoît est juriste aujourd'hui. Regardez, comprenez l'article 17. L'article 16 de l'accord cadre. Il a dit que on ne peut pas dénoncer cet accord avant 10 ans. Je peux lire, faire lecture, en une minute. L'article 7. Le présent accord demeurera en vigueur
pour une durée illimitée. Chacune des parties peut dénoncer le projet accord par voie diplomatique à travers un préavis écrit à l'autre partie un an avant, et ce, après une période de 10 ans à partir de la date d'entrée en vigueur. Pourquoi cette précaution? Pourquoi on doit prendre 10 ans, on doit attendre 10 ans après pour dénoncer? J'aurais que les évêques nous le disent, puisqu'ils ont dit qu'il n'y a rien, ils devraient nous dire quand même pourquoi poser la question au Premier ministre. Pourquoi on doit attendre 10 ans pour dénoncer? Lui, là, le Premier ministre, je ne le suis pas. Qu'on nous explique. Le ministre Mongal doit nous expliquer. Qu'on nous explique. Pourquoi on doit attendre 10 ans? Et, par rapport à votre question, il y a quelque chose qui cloche. On nous cache quoi? Présentez-nous les documents. C'est ce que nous cherchons. On ne demande pas de présenter les documents. Que bon, voilà l'accord. Mettez ça au journal officiel. Mettez ça. Moi, j'ai discuté avec certains peut-être que la rencontre avec les évêques, c'est déjà un début de communication. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Veut rattraper cette erreur de communication. Non, mais il faut commencer par le Parlement. Moi, j'ai discuté avec certains parlementaires. Ils n'ont pas ces accords. On donne l'accord cadre. Certains parlementaires n'ont pas ces accords. Vous êtes journaliste, faites votre investigation. Qui a cet accord aujourd'hui? On a un grand journaliste journaliste d'investigation ici présent, Alphonse Ndongo, qui est connu de par le monde. Alphonse ne peut pas me regarder droit dans les yeux pour dire qu'on change des accords là, je les ai lus. C'est pas vrai. Il ne peut pas me dire ça. Arsène Sever ne peut pas me dire ça. Vous ne pouvez pas me dire ça. Les évêques, oui, les évêques. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils n'en ont pas. Attends. Les évêques sont dans la poche du gouvernement. Moi, je l'ai dit ici, ils trouvent les dents. La main qui donne, c'est la main qui commande. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose dans la bouche et parler, c'est impoli. Mais qu'est-ce que le peuple doit comprendre, puisque vous êtes ici des intellectuels sur ce plateau? Il y a une situation aujourd'hui qui est aujourd'hui, qui je le disais tout à l'heure, qui fait polémique, qui énerve également, mais on constate que dans la démarche gouvernementale, il y a quand même le souci d'éclaircir les choses, oui. D'informer la population réellement sur ce qui se fait. Ça peut être une erreur de communication au départ, mais qu'est-ce que le peuple doit retenir ce soir après cette émission? Bon, regardez. D'abord, je ne sais pas, les terres qu'on a données appartiennent à qui? Est-ce que ça appartient aux communautés ou c'est une partie que l'État avait pris? Il faut savoir que la conférence nationale a restauré les propriétaires terriens dans leurs droits. L'État n'a pas de terre. Les terres appartiennent aux communautés. Et si l'État veut prendre et exproprier les communautés, la conférence nationale est venue restaurer cette affaire-là. Parce que les communautés ont précédé l'État. Vous ne pouvez pas venir à Konoso ou bien à Kassa me dire que vous prenez les terres de l'État. Comme mes ancêtres se battaient pour prendre ces terres-là, l'État n'était pas là. Donc, il faudrait que les forces sociales, les populations continuent à mettre la pression pour que le gouvernement nous éclaircisse. Parce que les éclaircissements qu'on donne, ça ne convainc pas. Pour convaincre, il faut qu'on nous présente les documents, c'est ce que nous demandons. Et le peuple doit comprendre que on ne peut pas faire confiance au gouvernement. Qu'est-ce qu'on cache? Parce que quand on cache, c'est la défaveur du peuple, la défaveur du Congo. Le président a été élu par les Congolais. Il est là au service du Congo et des Congolais. Il exerce la souveraineté de l'État comme représentant des Congolais qui sont le peuple qui est le vrai détenteur de la souveraineté. Mais dialoguer avec le peuple, qu'on nous dise. Organisons le débat contradictoire comme cela se fait ailleurs. Mais moi, je ne crois pas à la sincérité gouvernementale parce que jusqu'ici, le gouvernement n'a pas fait preuve de sincérité. Quand le Premier ministre vous reçoit, il lit sur son téléphone. Il dit à je vous donne, il dit à la télé, je vous donne ça après ici là. Après, ne donne pas. Comment est-ce que vous allez voir ça? Vous pouvez comprendre ça. Il faut éviter la rétention. Nous ne sommes plus autant de partis uniques où on pouvait avoir le monopole de l'information. Aujourd'hui, nous sommes dans une polyarchie communicationnelle. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs centres de diffusion de l'information. On ne peut plus faire la rétention. Nous ne sommes pas belliqueux. On n'a pas un problème avec le Rwanda comme certaines personnes nous ont dit qu'on est xénophobe. Nous ne sommes pas xénophobes. On a suivi même le porte-parole du PCT renvoyer la question au ministre concerné. Nous ne sommes pas xénophobes. Nous sommes attachés et rattachés à notre patrie. Et nous sommes en droit de défendre ce qui nous appartient. Que le président, que le gouvernement nous disent, en nous produisant les textes pour confirmer la véracité. Encore que, même si cela était vrai, je suis diamétralement opposé qu'on donne nos terres
à qui que ce soit. Parce que le développement, je vais chuter sur ça, le développement ne se fera pas avec les autres. Quand le Premier ministre et le ministre Denis Christian Sassou Nguesso, puisque j'ai suivi ces éléments, il dit que la main-d'œuvre sera entièrement congolaise. Je veux bien. Ils ont estimé la main-d'œuvre là combien? Nous sommes 6 millions. Il y a combien de chômeurs au Congo? Mais elle sera quand même congolaise. Bon, oui, je suis d'accord, mais à hauteur de combien? On estime à peu près combien? Parce que on a vu. On doit faire une programmation avec les estimations. On dit, bon, par exemple, nous avons tant de chômeurs, les accords-là peuvent déjà engorger en termes de pourcentage de chômeurs. Mais quand ils disent ils font de la littérature, il n'y a aucun chiffre. On fait de la littérature, on pense que nous sommes au temps où il n'y a pas l'école, donc les jeunes ne sont pas allés à l'école, on ne comprend rien. Guy Benoît de Victor, je suis à vous. Dites-moi, pourquoi la population n'a pas été associée dans cette prise de mesure? Ça pouvait passer par le Parlement, comme aussi par des consultations, on va dire, citoyennes. Je me base sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais pourquoi la population n'a pas été associée au départ dans cette prise de mesure et même à la limite informée? Je me contente juste de ce que vous avez dit sur ce plateau. Très bien. Moi, je crois que je suppute. Apparemment, c'est parce qu'on veut avancer à visage masqué. Que ce soit les Rwandais ou les gouvernants. On dirait qu'on va avancer à visage masqué. C'est-à-dire... On a l'impression que vous vous attaquez vraiment aux Rwandais alors que... Non, ils sont dans une démarche normale de la frontière. Le gouvernement. Oui. Parce que je dis ceci. On dirait qu'on veut avancer à visage masqué. On dirait qu'on cache quelque chose derrière. Quand on avance à visage masqué, ça veut dire qu'on ne veut pas savoir, on ne veut pas qu'on sache réellement ce qui se cache derrière et on est en train d'avancer. Parce que même si on associe l'Assemblée ou le Parlement aujourd'hui, ça se fait la charrue avant les bœufs. Vous comprenez? Le débat est déjà dans la rue là. Vous comprenez? Et comme le débat est déjà dans la rue, on comprend déjà la position du peuple, on risque d'aller influencer tous les parlementaires pour dire, vous soutenez le parti. Vous soutenez le gouvernement. Oh, en réalité, on ne devait pas signer sans lire le droit, signer sans consulter le Parlement pour que le Parlement dise oui, ça, on peut faire et puis comme ça, on consulte. Et vous pensez que le Congo a été dupé? Mais ça, c'est un contrat de dupe. Le Congo? Mais si c'est le Congolais, non, attends. Le Congo, l'accord a été signé par les autorités établies, non? Ils ont eu le temps de lire. Pourquoi vous dites qu'ils ont été dupés? Ou c'est les Congolais qui ont été dupés, en fait? Mais les Congolais, c'est le Congolais qui a été dupé. Qui sont dupés. Parce que si du péril il y a. Ceux qui ont signé, ils ont des arguments là. Moi, je dis qu'ils avancent là, ils sont en train de changer, d'évoluer avec la sémantique, les mots. Hein? Et l'argument lexical. Ils ne faut pas avancer et changer. N'est-ce pas? Ils savent ce qu'ils font. C'est pourquoi je parle de visage masqué, d'avancer à visage masqué. Est-ce que ça ne cache pas quelque chose? Est-ce que vraiment nous parlons seulement de l'agriculture en question là, que le président a commencé à parler depuis les années 86? C'est l'agriculture là. Bon, à quel moment on a mis le Congolais au travail? À quel moment on a demandé aux Congolais d'aller faire l'agriculture? Vous comprenez ça? À quel moment? Nous avions eu dans ce pays-là le service national obligatoire. Vous comprenez? Tous les hommes de mon âge, pour la plupart, sont allés faire le service national obligatoire. Mais pour l'agriculture, si on veut développer le pays, on fait comment? On peut prendre aussi tous ces jeunes. Il faut commencer, sans vous interrompre, par mettre sur pied un plan de développement agricole. Pour que nous apprenions à faire l'agriculture, parce que c'est pour le bien national. N'est-ce pas? Si on veut atteindre des objectifs. Mais vous laissez les Congolais de côté, vous allez prendre les étrangers, vous pensez que ceux-là vont travailler pour vous. Attends. Quand même. Mais et ces jeunes gens-là, donc ils vont venir, bon, quand ils sont, il y a la main d'œuvre, ça veut dire c'est les porteurs, ou comment on appelle ça, les gens qui sont au beach, là, comment vous appelez ça? Bon, c'est des dockers. Parce que comme ils ne savent rien en agriculture, si on les emploie main d'œuvre, c'est quoi? C'est juste aller transporter les sacs, on décharger les sacs, aller déposer, on leur dit, bon, mettez ça sur le sol, et puis ils plantent, mais le reste, c'est pas leur affaire. Mais je crois, nous avons tenté avec les villages agricoles ici, est-ce que c'était transparent?
l'attribution des terres ou le recrutement des Mais jeunes. voilà, voilà encore une raison de plus pour aller vers les étrangers. Non, le village agricole. c'est pas vrai. C'était une duperie. Et pourtant, les intentions sont bonnes. Mais pourtant, les intentions sont bonnes. bonnes. La question, c'est la question Les d'hommes. intentions sont bonnes. Vous comprenez? Mais, il y a certains jeunes à qui on a donné des maisons dans les villages de Nkou et autres, mais qui ne sont pas sortis de là. Qui ne sont pas agriculteurs. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin voilà. de cette émission, mais j'ai envie de comprendre rapidement. Est-ce que vous n'avez pas le cours? Est-ce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas reconnaître à un moment donné que les Congolais ont échoué, puisque c'est vous qui prenez l'exemple des villages agricoles, et que finalement, le gouvernement pense quand même essayer avec les étrangers qui peut-être pourraient réussir là où les Congolais n'ont pas réussi. Quel Congolais a échoué? Puisque vous parlez des villages agricoles. Mais quel Congolais a échoué? Mais c'est ceux qui sont au pouvoir qui ont échoué. Mais ceux qui sont au pouvoir qui ont emprunté de l'argent, le fonds agricole, ils ont de l'argent à leurs amis qui sont au pouvoir. C'est pas le Congolais lambda. La preuve, nous, Congolais lambda, si toi tu manges le manioc aujourd'hui, si tu prends du foufou aujourd'hui, qui produit? Même si le Congolais, aujourd'hui là, le village agricole, nous sommes passés aux zones quoi protégées. Hein? Dis-moi, le foufou que tu manges vient d'où? Ah ouais, le foufou que tu manges vient d'où? C'est du Congolais lambda. Le manioc, c'est du Congolais lambda. Le poisson, c'est toujours le Congolais lambda. N'est-ce pas? Même si tu as l'orange, même si tu as le citron, mais c'est le Congolais lambda. Ce n'est pas une production agricole de l'État. Ce n'est pas le Congolais lambda qui a échoué. Ces gens-là sont toujours motivés à travailler. Ils nous ont nourris dans ça. Donc, ils sont toujours dans leur agriculture de subsistance. Ils ne veulent que le financement. Mais ils ne cherchent que le financement. Mais allez vers un coup sur la nationale de pouvoir. Comment est-ce que les gens s'évertuent à développer des hectares agricoles? N'est-ce pas? Mais ce qu'on oublie, c'est quoi? Quand ces entreprises rwandaises vont venir, la concurrence, ça serait contre qui? C'est contre ces gens-là. Hein? C'est contre ces gens-là qui sont là, à Nkou et partout là. C'est contre ces gens-là. Et c'est là où ça va créer des histoires. Est-ce que eux qui produisent à grande échelle, ils peuvent vendre le sac de veau au même prix que le paysan qui fait manuellement? Vous voyez déjà? Et c'est ça. Ça ne serait jamais le même prix. Ça ne serait jamais le même prix. La preuve, comme Antouma est arrivé avec son foufou, ce n'était pas la même chose avec ce que le paysan produisait. Et donc, nous ne savons pas l'incidence qu'il va y avoir. L'incidence qu'il va y avoir dans nos villages. Le foufou, le sac de foufou, le manioc et tout ce que l'on produit manuellement dans nos villages. Qu'est-ce que ça va devenir? Ça va certainement coûter moins cher et à la portée de tous les Congolais. Voilà. Alphonse Dongo. Bon, attendons quoi. Alphonse Dongo, voilà, nous bouclons avec vous. Je suis en réalité en train de m'interroger sur ce déficit communicationnel qu'on a toujours déploré entre le sommet et la base. Est-ce que le gouvernement a souffert, a péché sur ce domaine-là? Oui, le gouvernement joue à la défensive dans ce dossier parce que c'est plutôt via les télévisions, enfin les médias rwandais qu'on a, je peux dire, une espèce d'éclaircissement sur ce contrat. Alors que dès le départ, je pense que le gouvernement aurait mieux fait de ne pas se mettre sur la défensive en communiquant, en disant les choses de façon plus claire. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a un doute qui s'installe. Et même quand le gouvernement se retrouve dans cette situation de déficit communicationnel, manquant d'audience, de clarté, il est obligé d'aller chercher, n'est-ce pas, l'épiscopat pour voler à son secours. Peut-être demain, ce sera, je ne sais pas, des musulmans ou bien des congrégations, des protestants. Ça fait que c'est encore là une autre manière qui plonge beaucoup de Congolais dans l'incertitude. Voilà. Et donc, la seule manière aujourd'hui pour le gouvernement de se rattraper, c'est de rendre public ces accords, voilà. Et aussi communiquer en duo avec le Rwanda, c'est-à-dire qu'ils soient sur la même longueur d'onde, parce qu'il y a deux sons discordants. Le gouvernement dit ceci et le Rwanda dit autre chose. Ce qui fait que, moi, Constant l'a dit, je suis plus enclin à suivre ce que disent les médias rwandais, sachant que ce sont des médias qui sont quand même aux ordres. Et donc, si cela est dit, je me dis, c'est de manière officielle.
Et ça pose un réel problème. Maintenant, je voudrais quand même aussi embrayer pour dire, le Congo est reconnu comme un pays hospitalier. Les Rwandais sont chez eux ici. Oui. D'ailleurs, il nous souvient que avant qu'il y ait les Hutus chez nous, il y avait déjà des Tutsis qui étaient ici en exil, sous le monopartisme d'État, comme on aime souvent le dire. Ce sont des jeunes Rwandais qui en ce moment aussi ne pouvaient pas être à Kigali pour des raisons politiques et qui étaient pris en charge par le gouvernement congolais, comme il y avait des UP6 camerounais, les gens du parti d'Alpha Condé, de Étienne Tshisekedi. Vous savez que Brazzaville a été à un moment donné un centre, n'est-ce pas, de protection des réfugiés, les gens de la SWAPO et autres du MPLA. Donc, ça fait que le Congo est reconnu pour son hospitalité. Mais non, les Rwandais ne doivent pas se dire, oh voilà, on est contre nous, on n'est pas con. Il ne s'agit pas d'un délit de faciès. Il s'agit tout simplement, pour le cas d'espèce, pour le gouvernement congolais de savoir communiquer. Il y a encore possibilité pour le gouvernement de se rattraper en publiant ces accords. Et puis, en faisant une jonction avec Kigali pour une meilleure communication, pour assurer les uns et les autres. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard? Parce que ce qui est véhiculé maintenant auprès de l'opinion et les réseaux sociaux, c'est ça qui prime maintenant. Ça fait qu'aujourd'hui, même si le gouvernement venait à sortir ses accords, les gens risqueront de dire ça a été falsifié, voilà. Ça a été modifié. Il y a une crise de confiance. Donc, il y a une crise de confiance qui s'est installée. Oui. Et je ne sais pas, ce ne sont pas les évêques, ce n'est pas l'épiscopat, ce n'est pas, je ne sais pas, autre force sociale qui pourra vraiment convaincre les gens dans la situation actuelle. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire un rétropédalage? Voilà. Ce n'est pas mauvais, hein. C'est-à-dire que le gouvernement peut aujourd'hui se saisir de ce qui s'est dit ici et là au sujet de ces accords pour dire à Kigali, franchement, on est dans une situation assez inconfortable. Il y a un mécontentement généralisé. Voilà. Donc, essayons un tout petit peu de renvoyer peut-être au calendrier grec ces accords, le temps que la situation redevienne un peu calme. Sinon, vu vraiment de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Mossenjo, de même les villageois, on a vu les gens n'en veulent pas du tout. Puisque les deux peuples sont appelés à cohabiter réellement si les accords sont maintenus. Voilà. Et donc, il faut commencer à regarder cette cohabitation. La cohabitation serait extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce que vous voyez qu'il y a certains de nos compatriotes qui ont reçu des ultimatums venant de leur village. On dit, vous ne venez plus ici par rapport à votre prise de position sur la terre. On a participé on a vu comment les audios circulaient. Donc, il faut faire très attention. Je suis d'avis avec Alphonse. Il faut que le gouvernement recule. Le président est au pouvoir parce qu'il y a des Congolais qui sont là. Et lorsque le Congolais, le peuple de manière générale, s'exprime du nord au sud, parce que vous voyez les gens qui s'interviennent, il n'y a pas que les gens originaires de là où on a cédé des terres. C'est partout. C'est qu'il y a un mécontentement généralisé. Il peut y avoir des incidences politiques. 2026, c'est demain. La politique, c'est un champ où tout peut arriver à n'importe quel moment. Je propose donc au gouvernement, puisque les gens me reprochent de critiquer sans faire des propositions, voilà la proposition que je dois donc faire. On m'a c'est ce qu'Alphonse a dit. Reculer, justement, retirer ces accords, parce que les Congolais ne sont pas contents. On peut aller au référendum. S'il y a un référendum, qu'on peut dire un référendum transparent, je ne vois pas comment ça peut passer. Voilà. Guy Benoît, on termine avec vous. On pense que vous êtes resté sur votre soif. Merci beaucoup, Fortuna. Je crois que Alphonse a volé les mots que j'allais dire. Il m'a volé les mots parce que je voulais dire non. Responsablement, je crois que le pouvoir doit comprendre que c'est le temps de faire un rétro-pédalage. Parce que cette affaire, c'est pas seulement l'affaire des internautes. C'est pas seulement les affaires des internautes. Parce que pour la plupart des gens, comme ils n'ont pas fait la consultation générale, pour la plupart d'eux, ils ne se limitent que à ce qu'écrivent les internautes. Non. Les internautes, ce sont les humains aussi. Mais c'est le peuple entier. Du nord au sud. Nous sommes dans le peuple. On vous dit que personne n'est d'accord avec ça. Personne n'est d'accord. Et gouverner, c'est prévoir. Il faudrait que les gouvernants sachent au moins faire plaisir à leur peuple. Quand le peuple n'est pas d'accord,
le gouvernement dit, ah non, notre peuple n'est pas d'accord, maintenant, on arrête un peu la discussion, nous repoussons de tout pouvoir et qu'ils expliquent, qu'ils fassent la pédagogie pour que le peuple comprenne l'importance de cela. Mais fait comme ça, en commençant par arriver furtivement, furtivement, et puis après, on découvre ça de l'autre côté, les gens crient, il y a quoi? Bon, vous voyez, mais te faire passer ça de gré ou de force, parce qu'on a eu une majorité parlementaire, hein, qui dépasse les normes, ça serait pas beau. Voilà, merci Guy Benoît Victor, merci Alphonse Ndongo, merci Dr Blanc Constant et Barapéa. Nous sommes arrivés à la fin de ce débat. Nous tenons juste à rappeler que le Congo et le Rwanda ont des très très bons rapports, une très bonne coopération qui nourrit d'une très très bonne santé. Et nous sommes fiers de ce que le Rwanda est devenu aujourd'hui après des années, vous le savez très bien, des conflits qui ont totalement détruit le pays. Aujourd'hui, le Rwanda, sur l'échiquier international, est un pays qui attire beaucoup d'investisseurs. Et donc, il n'y a aucun problème entre le Congo et le Rwanda, puisque nous avons des pasteurs rwandais, qui ont des églises au Congo, des Rwandais qui ont pris des femmes congolaises et des Congolais qui ont pris des femmes rwandaises. Donc, je tenais à préciser ça pour vous dire que sur ce plateau, il s'agit certainement d'une revendication identitaire peut-être, ou encore patriotique, on peut le dire dans ce sens-là. Merci à toute l'équipe et merci à vous qui avez suivi et pour vos commentaires. Merci d'avoir partagé le contenu. Restez fidèles à Tcheleka, le média républicain. À la prochaine occasion.